avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Et cette question, faut-il instaurer une perpétuité réelle? Le débat évidemment se pose puisque Guy Georges, qui a assassiné, qui est un meurtrier, assassin, dangereux, est libérable. Il bénéficie de la possibilité de demander une libération conditionnelle. On va en parler ce matin avec Jean-Pierre Escarfaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le papa d'une jeune femme, d'une jeune fille qui a été assassinée par Guy Georges. Vous avez publié une tribune dans le journal du dimanche il y a quelques semaines pour demander à ce que la perpétuité réelle soit appliquée, c'est-à-dire à ce que Guy Georges ne sorte jamais de prison. Également avec nous pour débattre et commenter, Sarah Massoud. Bonjour, vous êtes secrétaire du syndicat national de la magistrature. Bonjour. Et bonjour. Philippe Bilger, bonjour, qu'on connaît bien sur Sud Radio, magistrat honoraire, président de l'Institut pour la parole. Je vais vous donner la parole, Jean-Pierre Escarfaille, puisque j'imagine votre émotion à l'idée que Guy Georges puisse sortir et vous demander donc cette perpétuité réelle. Alors, d'abord, je n'ai jamais demandé la perpétuité réelle. Je trouve que c'est une absurdité. En tant que père de victime, je préférerais, bien sûr, que Guy Georges ne sorte jamais de prison. Mais en tant que citoyen, et notre association s'est dépensée beaucoup pour faire en sorte que la sortie de prison se passe le mieux possible, un jour ou l'autre, pour des grands criminels, je pense qu'il faut en parler. Oui. Alors, se pose la question de savoir si certains criminels sont irrécupérables. Peut-être me tourner vers vous. Quelle est votre position, vous, sur ce sujet ? Au syndicat de la magistrature, oui, syndicat de la magistrature. Je n'étonnerai personne sur ce plateau. Nous sommes bien sûr contre la perpétuité réelle, ou ce qu'on appelle aussi la perpétuité incompressible, qui dans les faits existe. Il y a des personnes, des condamnés qui restent toute leur vie en prison. Il y a des condamnés qui meurent en prison parce que on ne leur a pas permis de sortir. Donc, en pratique, elle existe. Ensuite, il y a cette possibilité d'un réexamen qui nous est imposée d'ailleurs par les textes européens, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit qu'au-delà de 30 ans, parce qu'une personne, contrairement peut-être à ce que certains pensent, mais c'est quand même bien de le rappeler en tous les cas dans une vision autre, qu'une personne, oui, est récupérable en fait, que le mal ne s'incarne pas, que la possibilité de s'amender, de changer existe en tout être humain. Et c'est sur cette base-là, sur cette philosophie-là, en fait, que aujourd'hui, au syndicat de la magistrature, oui, on s'interroge beaucoup sur cette demande qu'on ne nie pas, qui est une demande, très forte d'une part de l'opinion. Oui, Philippe Bilger. Alors, il est évident que je suis partisan d'une perpétuité réelle pour plusieurs motifs. D'abord, je le précise parce que ça n'est pas neutre. J'ai toujours été un adversaire de la peine de mort et je n'ai d'ailleurs jamais eu à la requérir et je ne l'aurais jamais requise. Mais on nous avait promis une perpétuité réelle lorsque la peine de mort a été abolie et je trouve qu'on a manqué d'un vrai débat démocratique à l'époque. Je ne vois aucune raison qui justifierait qu'après qu'une cour d'assises a ordonné une perpétuité, par exemple, de type incompressible, eh bien, au bout de 30 ans, on remette en cause cette décision. J'ajoute, et je suis sensible à votre argumentation, que le problème... Au bout de 30 ans, je suis à peu près persuadé que le criminel ne recommencera pas. En revanche, cela ne justifie pas qu'on ait une inexécution partielle de la peine. Ce qui me choque un petit peu, c'est que bien sûr, à un moment donné, lorsque le ou les crimes sont commis, il y a une indignation générale. Les douleurs des familles vont être perpétuelles et, pardon, ça n'est pas manquer de cœur que de dire que dans certaines circonstances, je ne serais pas du tout choqué par une perpétuité réelle, bien au contraire. Oui.
Jean-Pierre Escarfaille, votre fille Pascale, donc je rappelle, a été victime de Guy Georges. Vous présidez l'association pour la protection contre les agressions et les crimes sexuels. Vous dites, il y a eu à un moment une commission qui donnait la parole à des citoyens pour décider ou non de la remise en liberté. Ça a été supprimé et pour vous, c'est important que la société s'exprime sur la remise en liberté de tels criminels ? Alors, le point clé, c'est de faire en sorte que les grands criminels qui vont sortir de prison soient dans un état qui fasse qu'ils ne recommencent pas. Et ça, c'est l'évaluation de la dangerosité est un sujet extrêmement compliqué. Nous avons fait un colloque à Paris avec des spécialistes venus de différents pays pour montrer qu'on peut évaluer cette dangerosité. Il reste toujours un facteur de risque. Hein. Pierre Baudin, par exemple, alors là, c'était bien avant qu'on ait mis au point avec Nicolas Sarkozy et Rachida Dati cette procédure, est sorti de prison et quelques jours après, il tuait 3 jeunes femmes. Donc, il faut absolument, si on veut avoir une certaine sécurité, et finalement, la prison est là pour l'assurer, qu'on ait une évaluation de la dangerosité qui soit la plus complète possible. Oui. Alors, il y avait avant jusqu'à ce que la mère Belloubet se permette d'un trait de plume de rayer cette phrase, il y avait une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui réunit un magistrat de très haute volée, un avocat, des psychiatres et psychologues, des représentants des ministères et un représentant de la société civile, c'est-à-dire des associations comme la nôtre. Et on discutait pendant 1 heure sur un cas et on aboutissait à une décision claire, nette, oui ou non, on était pour ou contre la sortie de ce criminel. Après, le juge d'application des peines ou le tribunal d'application des peines pouvait bien sûr suivre ou ne pas suivre notre recommandation. Mais c'était une étape très importante qui vient d'être rayée de la carte. Alors, je vais poser la question aux magistrats qui sont en plateau. Sarah Massoud, comment est-ce qu'on évalue la dangerosité d'un détenu et qu'est-ce que vous répondez à Jean-Pierre Escarfaille ? Oui, alors avant de répondre sur la dangerosité, simplement pour dire quelque chose, parce que j'entendais M. Bilger dire que au lendemain de l'abolition de la peine de mort, il n'y avait pas eu suffisamment de débat démocratique sur par quoi remplacer cette peine de mort. Et je voudrais quand même rappeler une phrase de Badinter, enfin une idée de Badinter qui était justement que l'abolition de la peine de mort ne devait pas être l'occasion justement de la remplacer par une peine perpétuelle qui serait renforcée. Et il a même dit quelque chose d'assez intéressant qui était de dire que la peine de mort est un supplice et il ne faudrait pas la remplacer par un autre supplice que serait du coup la perpétuité réelle. C'est simplement pour dire que quand on parle de perpétuité réelle, incompressible, on parle tout de même d'incarcération qui dure extrêmement longtemps dans des conditions que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'était simplement pour dire que tout de même, cette abolition de la peine de mort, elle s'était accompagnée aussi d'une réflexion quand même sur qu'est-ce qui devait la remplacer. Sur la question de l'évaluation de la dangerosité, qui est un vrai débat au sein de la magistrature depuis très longtemps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette dangerosité, qui est d'ailleurs à peine définie dans le code pénal, qui l'a été un tout petit peu plus en 2008 avec la création de la rétention de sûreté, c'est un pilier du code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'à différentes étapes, que ce soit avant le procès, pendant le procès, après le procès, cette dangerosité, elle est sans cesse évaluée. Et cette évaluation, elle a, depuis une dizaine d'années, été renforcée
dans tous les champs judiciaires. Et elle est soumise à l'appréciation des magistrats, à l'appréciation des experts. Et preuve en est d'ailleurs, elle a même été encore ajoutée, par exemple, sur la loi qui a été votée cet été en août, qui a été d'ailleurs pour une grande part censurée par le Conseil constitutionnel, qui concerne la nouvelle mesure de sûreté qui touche aux condamnés pour des infractions à caractère terroriste, où il y a une nouvelle mesure de sûreté. Alors une mesure de sûreté, c'est pas une peine, hein, c'est une mesure qui s'applique après avoir effectué sa peine. Ici, on parle de peine perpétuelle, mais il est possible d'avoir un enfermement perpétuel. C'est-à-dire qu'un condamné qui aurait exécuté la totalité de sa peine, ensuite peut tout à fait continuer à être enfermé, alors pas dans une prison, hein, dans un centre spécialisé où il est pris en charge, notamment par des psychiatres, mais il ne sortira pas. Donc c'est dire quand même que depuis le mouvement quand même est dans davantage évaluation de la dangerosité, que ce soit d'ailleurs dans son volet psychiatrique ou criminologique, davantage de pénalité perpétuelle, parce qu'en pratique, il y a des gens qui ne sortent jamais, de plus en plus d'ailleurs, il y a des études qui le démontrent. Et par ailleurs, on est ensuite dans un mouvement de création de peines déguisées, que sont ces fameuses mesures de sûreté, et ce de manière, j'ai envie de dire, presque exponentielle depuis ces 10 dernières années. Là où nous divergeons, ça n'est pas probablement sur notre conception de l'humanisme, et je ne discuterai pas votre point de vue, vous connaissez certainement bien mieux la pensée de Badinter que moi-même. J'avais cru comprendre qu'à l'époque, il avait promis une perpétuité réelle, mais ça ne me gêne pas, c'est d'autant plus grave. En effet, voilà un homme qui, grâce à François Mitterrand, fait abolir la peine de mort et qui dit en plus que non seulement il veut l'abolition de la peine de mort, il avait raison, mais qui veut un petit peu la mort de la peine. Hein. Et donc, c'est dramatique que l'abolition de la peine de mort n'ait pas été accompagnée d'une perpétuité réelle. Mais elle existe, visiblement, elle existe. Il y a des cas très rares. Mais là où nous nous distinguons, c'est que, à la limite, je n'éprouverais même pas le besoin de discuter, pour certains crimes très précisément définis, le caractère de dangerosité avant l'expiration ou avant qu'on puisse envisager une sortie. Je trouverais parfaitement normal que pour un certain nombre d'infractions criminelles, après qu'une cour d'assises a validé la peine incompressible, on n'en discute plus, si vous voulez. Je récuse... Alors si c'est pas l'humanisme, si c'est pas le risque de récidive, c'est quoi alors? Donc c'est de la pure pénalité. De la pure pénalité, en effet, c'est une pure pénalité que nous contestons, mais j'entends. Pour un homme qui a commis un pire, qui a été décrété pire par une cour d'assises, jury populaire en tenant compte de la personnalité et des transgressions, je ne vois pas au nom de quoi, pour le criminel, il y aurait le principe de l'inexécution de la peine. Parce que c'est un être humain. Et que ça serait remettre en cause la chose qui est qu'il y aurait une irrémédiabilité de l'être humain. En chacun de nous, quoi qu'on ait fait de pire, j'ai envie de dire, quoi qu'on ait fait de plus abominable, il reste toujours, et c'est même une digue de notre état de droit, il reste toujours en nous une part d'humanité. Et c'est pour ça qu'il y a cette injonction aussi de texte fondateur qui est que, oui, chez l'homme, il y a le changement, il y a la possibilité d'amendement, il y a la possibilité... Mais chez tout le monde, vous n'acceptez pas l'idée qu'il y ait des gens irrécupérables? Non. Je défends cette idée-là, qui est une digue, je le rappelle, c'est une digue de notre état de droit. Mais il y en a, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les magistrats mais ils ne sortent pas du coup. Oui, mais c'est ça, mais ça veut dire qu'il y en a. C'est-à-dire que si véritablement vous considérez que le mal est toujours là, que le mal en lui est toujours là et que ce mal se caractérise en droit par la dangerosité, eh bien... Je peux vous assurer que le tribunal d'application des peines, qui est une formation collégiale, qui travaille sur un dossier, des expertises, c'est long, parce que les contraintes et les conditions dans lesquelles on peut, eh bien, si véritablement on est encore dans cet aspect-là de la personne humaine, eh bien, il ne sortira pas. Mais donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont irrécupérables. Ça veut bien dire qu'il y a un moment où vous dites, ce type-là est trop dangereux pour sortir. Malgré ses 20-30 ans de prison, il ne peut pas sortir de prison. Donc ça veut bien dire, si je suis votre logique, parce que
nous analysons les choses dans le traitement judiciaire sous l'aspect de sa dangerosité et le risque de récidive. En revanche, heureusement que les juges n'apprécient pas la question sous l'ordre de l'émotion ou du bien ou du mal. Et du coup, alors nous, on discute là parce qu'on est sur un plateau, parce que du coup, on est aussi dans des valeurs philosophiques, je pense. Le tribunal d'application des peines, il ne va pas aller motiver sa décision en disant il est irrécupérable donc il ne sortira pas. Non, c'est parce que il n'y a pas de travail suffisamment sur le passage à l'acte, parce qu'il peut aussi y avoir des troubles mentaux qui ne nécessitent pas une abolition mais une altération et qu'il y aurait un risque de récidive. Vous voyez, c'est beaucoup plus objectivé. Mais regardez, moi, une petite différence entre nous, mais elle est centrale, c'est que l'humain, l'espoir dans l'humanité, vous le placez à l'égard d'un criminel qui a commis le pire et qui pourrait en effet demeurer à perpétuité en prison. Moi, je le place en amont. C'est-à-dire que pour Guy Georges, je n'étais pas l'avocat général, on parle d'une possible libération, je ne sais pas si elle aura lieu. Là, il y aura profondément, si elle avait lieu, une violation de l'humain. C'est là où ça se place. À partir du moment où on ne peut pas faire un arbitrage impeccable entre l'humanité due aux familles des victimes et celle... peut-être dû à celui qui a commis le pire, je n'hésite pas dans cet arbitrage. Alors, on va marquer une pause. Et Jean-Pierre Escarfaille, je vous donne la parole tout de suite. Je suis désolée. On marque une pause et je vous donne la parole au retour. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h pour parler de la perpétuité réelle avec la possibilité de sortie de Guy Georges. On est avec Jean-Pierre Escarfaille, donc président de l'association pour la protection contre les agressions de crimes sexuels et le père de Pascal Escarfaille, victime de Guy Georges, Sarah Massoud, secrétaire du syndicat national de la magistrature et Philippe Bilger, magistrat honoraire. Jean-Pierre Escarfaille, vous vouliez réagir à ce qu'on disait juste avant? Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Dire aussi que je suis assez étonné, mais dans le bon sens du terme, d'être en accord avec le syndicat de la magistrature qui m'a mis sur le mur des cons et qui est à côté de Besancenot à l'extrême droite. Et en revanche, que je ne suis pas d'accord avec mon ami Philippe Bilger. Donc, ça, c'est un... ça montre que le débat... Voilà, le débat est... Alors, avec quoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord et avec quoi est-ce que vous êtes d'accord? Alors, d'abord, je suis un homme de chiffres. Et donc, qu'est-ce qu'il y a combien de temps restent les perpétuités en prison? Vous avez autour de 500 personnes dans les prisons actuellement qui ont été condamnées à perpétuité. Tout à fait. Et comme vous en avez à peu près 30 par an qui rentrent et qui sortent, ça veut dire, puisque ce chiffre est constant, ça veut dire que la moyenne de la perpétuité, c'est 17 ans. Donc, voilà les faits. Maintenant, il s'agit de parler du cas de Guy Georges, qui évidemment touche personnellement beaucoup. Oui, c'est compliqué de faire une moyenne. Quoi est-il en désaccord avec moi jusqu'à maintenant? Mais sur le, je voudrais qu'on parle du cas de Guy Georges. Quel est aujourd'hui, vous, votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui face à lui? Alors, je ne connais pas sa situation et je pense que s'il demande une libération conditionnelle, ce qui n'est pas certain, parce qu'à la fin du procès, il semblait être, je dirais, dans un état d'esprit où il voulait se condamner lui-même. Donc, ce n'est pas certain qu'il demande la libération conditionnelle et je trouverais ça formidable de sa part. Bon, ceci dit, s'il la demande, je pense, là aussi, ou j'espère plutôt, que la procédure, même si elle n'est plus complète, comme elle l'était il y a encore 6 mois ou 1 an, fera qu'il ne sortira pas tout de suite. Et je pense qu'il faut, je dirais qu'actuellement, ceux qui sont les plus en prison, c'est à peu près 40 ans.
Alors, 40 ans, 22 ans, ça fait encore 18 ans. Donc, je ne souhaite pas vraiment qu'il reste encore 20 ans en prison, mais c'est une possibilité. Et de toute manière... Vous ne le souhaitez pas. Vous ne souhaitez pas qu'il reste jusqu'à la fin de ses jours en prison? Pas forcément. Je souhaite surtout que s'il sort de prison, ça soit avec une dangerosité véritablement epsilon. Oui, sauf que ça, personne... C'est ça le critère. Oui. C'est pas le critère de la punition. La punition est un concept du Moyen-Âge. Et c'est là où vous n'êtes pas d'accord avec Philippe Bilger. Ouais. Mais c'est un... Je pense que si on raisonne en scientifique, il faut voir les choses de manière différente, c'est-à-dire voir les risques, et la justice est là pour peser ces risques. J'entends bien que l'émotion doit être autant que possible expulsée du débat, mais la justice criminelle et la justice tout court n'est pas qu'une affaire de chiffres. Premier point. Et je voudrais répondre à ma collègue tout à l'heure. Il me semble que je lui ai donné trop rapidement raison sur un certain plan. Bien sûr, au bout d'un certain temps, on peut espérer une usure criminelle et que tel ou tel criminel particulièrement dangereux ne renouvelle pas ses transgressions. Je n'en suis pas persuadé. Je pensais à Guy Georges, bien sûr, mais je pensais à quelqu'un que, alors là, j'ai été avocat général dans le gang des barbares. Fofana, s'il était libéré trop tôt, il est évident, à mon sens, qu'on pourrait craindre authentiquement un risque de renouvellement. Donc, même là, je serais plus réservé que tout à l'heure, et je dirais que on ne peut pas imposer sur n'importe quel destin criminel l'humanisme qui est le vôtre et que je respecte. Mais il me semble faire un choix. Mais pour répondre sur ce plan, on peut très bien faire preuve d'humanisme et pas du tout être hors sol. C'est un humanisme qui est tout à fait dans le débat. Et j'entends cette irrémédiabilité qui serait inhérente à chacun et avec des epsilons plus ou moins forts. Mais dans ces cas-là, les évaluations de la dangerosité sont là comme un barrage, justement pour répondre. Vous y croyez ? Oui. Après, c'est tout un art divinatoire. Qui peut dire c'est terrible de parler d'art divinatoire quand on parle de crime. Mais l'acte de juger est une des choses les plus complexes et un travail intellectuel les plus complexes. Et autre chose également qu'il faut dire, c'est que je suis extrêmement... je remarque la dignité avec laquelle M. Escarfaille parle, et ça me fait rebondir sur l'audition que j'ai eue il y a quelques jours devant la commission sur les responsabilités pénales. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'ancienne garde des Sceaux a lancé cette commission à la suite de l'affaire Halimi qui a fait grand bruit, et le gouvernement aurait pour projet de modifier le champ d'application de cette irresponsabilité pénale qui peut concerner des personnes qui ont commis des crimes atroces. Et il était très intéressant d'apprendre dans le cadre de cette audition que les parties civiles, les victimes, avaient tout à fait ce discours qu'a M. Escarfaille, c'est-à-dire pas dans quelque chose qui serait du ressort du discours revendicatif, et il était intéressant de voir que lors de ces audiences, parce qu'il y a une audience possible devant la chambre de l'instruction pour déclarer ou pas quelqu'un irresponsable pénal parce qu'il est atteint d'un trouble mental grave, et bien que très souvent les parties civiles n'étaient pas présentes à cette audience parce qu'ils comprenaient le processus judiciaire et l'analyse qui pouvait être faite de ce risque de récidive ou de cette dangerosité. C'est dire que le processus judiciaire, tout de même, englobe les questionnements, mais qui sont tout à fait légitimes, de cette société qui craint. Et de cette société dont il ne faut pas, justement parce qu'elle craint et parce qu'elle a peur, devienne vulnérable, et que cette vulnérabilité conduise à abîmer notre état de droit. Parce que ça n'est même plus la question, je pense, philosophique de savoir est-ce qu'on doit apprécier la capacité de quelqu'un à pouvoir s'amender ou pas. C'est juste que c'est une manière, et c'est là où on n'est pas d'accord, c'est une manière de considérer
philosophiquement l'être humain ou pas. Mais l'humanité. C'est ça, c'est compliqué de faire des celui qui a commis un acte irréparable ou pas irréparable, j'ai envie de dire. Ah oui. L'être humain ou pas, l'humanité ou pas. Oui, mais alors là, vous facilitez le raisonnement parce que vous considérez que l'espoir en l'humain peut être un bloc. Or, on sait parfaitement, et moi, pardon d'avoir cette certitude un tantinet arrogante, il y a une très faible minorité d'êtres que parfois j'ai rencontrés aux assises, dont je suis persuadé qu'ils sont irrécupérables. Et pour répondre à votre... Et vous pensez qu'ils vont sortir ? Mais bien sûr, parce que vous avez eu l'honnêteté de parler de l'expertise comme d'un art divinatoire. Je vous rejoins là-dessus. Je ne fais aucune confiance aux experts pour déterminer si une personne doit sortir ou non, parce que précisément, je considère que dans ces décisions capitales pour la société, ce qui doit compter, c'est l'objectivité d'un passé, d'un comportement. Est-ce que vous seriez pour la suppression de l'expertise psychiatrique, du coup, en procédure pénale? Ça serait un scoop. Hein. Non, parce que là, ça peut éclairer avant le jugement. Mais quand vous parliez de l'affaire Halimi, c'est très intéressant. Vous avez vu à quel point l'état de droit était récusé, puisque certains avocats considéraient que forcément, on n'avait pas à déclarer l'auteur irresponsable. Allez, je suis désolée, on a débordé, c'était passionnant, mais oui, je pense qu'on pourra refaire ce débat. Je suis désolée, Jean-Pierre Escarfaille, c'est déjà terminé, mais je pense qu'on aura l'occasion de refaire ce débat. Merci à vous, merci à tous les trois. À tout de suite sur Sud Radio.